La dernière semaine de décembre et la première semaine de janvier, il a été beaucoup question dans les médias de la situation en Iran. C'est dans ce cadre que j'ai décidé d'inviter aujourd'hui Amélie Myriam Chély, qui enseigne à l'université de Paris-Dauphine, dans le cadre d'une école supérieure de journalisme, et qui parallèlement fait des recherches à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Elle a publié l'an dernier un ouvrage tout à fait fondamental, qui est les résultats de recherche doctorale, ouvrage publié aux éditions du CERF et qui est en lien immédiat avec le sujet dont il va être question aujourd'hui. Cet ouvrage s'intitule « Iran, autopsie du schisme politique » que je ne peux que vous engager à lire. C'est un ouvrage qui fait près de 400 pages, mais je puis vous dire qu'il est facilement accessible quant à la lecture et qu'il ne s'agit donc pas d'un ouvrage d'érudition universitaire, même si on sent évidemment toute la science qu'il y a dans le propos d'Amélie Chély, mais en tout cas il est lisible par le grand public, éclairé toutefois. Alors, un grand merci, Amélie, d'avoir accepté de venir parler ici même à Bruxelles, alors que vous habitez à Paris, de ce sujet qui était brûlant dans l'actualité, en tout cas pendant une bonne quinzaine de jours. Mais on peut se poser la question, en tout cas moi qui suis tout à fait profane dans la matière, on peut se poser la question du silence, ou en tout cas du relatif silence, depuis une dizaine de jours, me semble-t-il, dans les médias par rapport à ce qui s'est passé. Alors comment faut-il interpréter ce silence entre guillemets? D'abord, première des raisons, effectivement, les mouvements se sont progressivement estompés, même s'il y a encore de part et d'autre dans le pays des mouvements de protestation. C'est quand même de façon beaucoup moins massif et beaucoup moins de force vive sans ton présence. Et puis par ailleurs... Vous pouvez parler un petit peu plus haut. D'accord. Merci, c'est gentil. Donc je recommence. Non, allez-y. Très bien. Ensuite, deuxième raison, tout simplement, en fait, on s'est rendu compte que ces mouvements de protestation n'avaient absolument aucun impact sur la sécurité internationale. Ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que je pense que dans la dernière phase des débats, il s'est surtout posé la question de savoir si il devait y avoir un impact soit régional, soit international, et c'est tout simplement cantonné au pays lui-même, donc on s'y intéresse moins. Et puis, dernier ressort, je pense que c'est le point le plus important, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que ces mouvements de protestation, le plus haut niveau des forces vives, c'était une contestation économique, et qu'il y avait un rapport en fait entre une incapacité à faire coïncider l'urgence de la situation populaire, qui est en proie à une explosion des prix des produits de première nécessité, par exemple, le chômage, un certain nombre de choses qui rendent la vie impossible, et l'assainissement d'une économie iranienne qui, elle, devrait prendre plusieurs années, voire des décennies. Donc, étant donné que rien n'est solutionnable présentement, dans l'immédiat, c'est certainement ce qui explique en fait ce silence. Et éventuellement, ce que nous, sociologues, chercheurs sur l'Iran, redoutions, c'était une réponse sociétale et non pas économique ou sociale à ces manifestations. C'est-à-dire que pour répondre à l'urgence, pour donner l'impression qu'on fait quelque chose pour répondre aux revendications populaires, eh bien on va octroyer par-ci par-là des droits sociétaux, c'est-à-dire un petit peu de souplesse par exemple sur les questions vestimentaires ou autres. Bon, ça n'a pas été fait et effectivement tout est resté cantonné à la réalité des problèmes économiques, et ça c'est une bonne chose aussi. Voilà, mais écoutez, je vous remercie d'avoir introduit déjà le cœur du sujet qui va nous tenir maintenant pendant un certain temps. J'ai peut-être oublié dans la présentation que j'ai faite tout à l'heure de préciser que votre regard
bénéficie d'une multiple formation. D'ailleurs, il est très difficile de vous définir parce que vous êtes à la fois historienne, philosophe, politologue, sociologue, et donc, d'ailleurs, peu importe les étiquettes que l'on pourrait mettre sur vos ouvrages et vos recherches, mais je crois que c'est quand même important de souligner l'intérêt qu'il y a à avoir comme ça une formation multiple qui vous permet peut-être d'utiliser des concepts de disciplines diverses et tout en étant formé à chacune de ces disciplines. Donc maintenant, pour revenir au cœur du sujet, la première question, tout à fait logiquement, sera celle des origines, des causes de ce mouvement de revendication. Alors, je voudrais vous poser la question suivante. Où le mouvement s'est-il déclenché? Quels étaient les slogans qui ont été évoqués à ce moment-là? Et comment se fait-il aussi qu'il y a eu une diffusion, semble-t-il, vue d'Occident, une diffusion aussi rapide dans de nombreuses agglomérations de ce mouvement revendicatif? Donc la question porte à la fois sur les causes et sur l'origine géographique du mouvement. C'est un mouvement qui est extrêmement profond, qui est beaucoup plus profond que le mouvement de 2009. C'est-à-dire qu'en fait, en 2009, si vous voulez, la grande différence, c'est que la fin du régime faisait partie, en fait, de l'esprit du mouvement. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui participaient à ce mouvement en se disant, bon, on va peut-être mettre un terme. Donc c'est l'époque d'Ahmadinejad. Hein. L'époque d'Ahmadinejad, la réélection donc, de Mahmoud Ahmadinejad. Ici, c'est moins le cas, même si on a entendu des slogans qui quand même nécessitent un petit peu d'attention pour éventuellement ne pas se méprendre dans l'interprétation. C'est plus quelque chose de viscéral qui contient en fait tous les problèmes que la société rencontre, mais sans avoir forcément la question de mettre un terme au régime. Parce qu'on sait très bien que ce n'était pas le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est de trouver une solution aux problèmes économiques, aux problèmes sociaux. Alors, pourquoi tout est parti de Machhad? Beaucoup de commentateurs expliquent, mis à part, on va mettre de côté pour l'instant les groupes Telegram qui expliquaient qu'en fait il s'agissait de personnes machhadi qui au départ avaient exhorté... Petite précision pour nos auditeurs et nos auditrices, Machhad, ça se situe où en Iran? C'est la deuxième plus grande ville d'Iran, c'est l'équivalent de Lyon, par exemple, si on prend la France et après Paris. Voilà. Et en nombre d'habitants, grosso modo, en ordre de grandeur, c'est une grosse ville. Oui, c'est une grosse ville. Et c'est une ville religieuse, hein, c'est la ville où il y a le tombeau de l'imam Reza, très importante figure du chiisme. Et en fait, c'est aussi le fief du concurrent direct lors des dernières présidentielles de Hassan Rouhani. Et ce monsieur, hein, dont Machhad est le fief, c'est Ebrahim Raisi. C'est donc quelqu'un qui fait partie de la frange dure, la ligne politique dure du régime, c'est un conservateur. Et quelqu'un de très puissant dans la région. Et apparemment, d'après beaucoup de commentateurs, les manifestations n'avaient pas du tout une coloration au départ économique et transnationale, enfin vraiment nationale. Oui, oui. C'était plus des gens qui, pro-régime et conservateurs, voulaient se révolter contre le gouvernement. Ah, c'est ça. Hassan Rouhani. Donc c'était des pro-régime mais anti-gouvernement. Hein, il faut bien faire la distinction entre les deux. Et c'est pour ces raisons qu'au départ on entendait plutôt des slogans du style « Marg bar Hassan Rouhani »,« Mort à Hassan Rouhani ». Et après tout a échappé des mains de ces conservateurs pour s'élargir aux besoins, aux revendications de toute la population, qu'elle soit de ce bord-là, ou qu'elle soit apolitisée, ou qu'elle soit même modérée, donc ça leur a véritablement échappé des mains. Donc c'est parti de là pour cette raison. Après, ça s'est étendu dans le reste du pays, mais surtout en périphérie. Par exemple, à Téhéran, il y a eu peu de mouvements. C'est surtout, par exemple, à Karaj, qui est une ville très très proche de Téhéran, et ça a un sens sociologiquement parlant, parce que ce sont des populations qui sont moins aisées, où la classe moyenne haute est moins présente. Donc, quand les choses se sont élargies, c'est plus, encore une fois, pour des questions
économique. Et là, peut-être doit-on faire une petite explication justement des slogans qui ont été entendus. Il y en avait qui pouvaient être extrêmement surprenants de la part de gens qui regardent les choses sans avoir une connaissance profonde en fait, des ressorts sociaux, politico-économiques dans le pays. On entendait mort au Hezbollah, on entendait des slogans monarchistes, pas à la vie, pas à la vie, Reza Shah, Shahen Shah. Un peuple qui n'a pas de roi n'a pas d'organisation, on entendait ça aussi. Mort au Mollah, puis c'est allé jusqu'à mort au guide. Hein, donc, en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu des gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase concernant ces protestations. Et parmi elles, je pense à 2 gouttes qui ont eu un impact particulièrement fort en Iran. D'abord, en été, cet été-là, il y a eu un discours du leader, enfin du secrétaire général du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, qui expliquait en fait toute l'aide que l'Iran apporte financièrement, militairement au Hezbollah. Pour nous, c'est passé inaperçu, mais pour un Iranien qui a du mal justement à voir son économie lui permettre de subsister, c'était quelque chose de très difficile à entendre, d'où les slogans mort au Hezbollah. Et puis il y a une deuxième chose, c'est la deuxième goutte, c'est la transparence. C'est une nouveauté en Iran. C'est-à-dire que de façon extrêmement inédite, l'Iran a rendu transparent les dépenses de l'État. Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait donc d'énormes sommes d'argent qui étaient données pour la construction d'infrastructures, d'autoroutes, d'hôpitaux, d'écoles au sud-Liban. Beaucoup d'argent qui était donné pour l'entretien de lieux de culte chiites en dehors de l'Iran, donc en Syrie ou en Irak. Et tout cet argent-là, pour un Iranien, ça doit revenir à l'économie iranienne. Ça ne doit pas justement sortir incessamment alors que la population souffre de très grosses difficultés économiques. D'où les slogans mort au Hezbollah. Pour ce qui concerne les slogans monarchistes, eux aussi étaient surprenants. Pahlavi, Pahlavi, Reza Shah, Shahen Shah, donc référence au premier Pahlavi, 1925, quand la dynastie Pahlavi prend le pouvoir en Iran. Donc, que fait le Shah? Il organise le pays. Déjà, il essaye d'encadrer les mollahs pour ne pas leur donner... C'est le père de Mohamed Reza Pahlavi. Alors, Reza Pahlavi, Mohamed Reza Pahlavi, celui qui est en vie, qui vit à Washington, s'appelle aussi Reza Pahlavi. Il ne faut pas les confondre. Non. Le premier... Mais celui dont vous parlez, c'est le père de celui qui a été destitué en 1978, quoi, c'est ça. Tout à fait. C'était quelqu'un qui déjà encadrait le religieux. C'est-à-dire ne lui supprimez pas toute espèce de prérogative pour ne pas tomber... Enfin, ne suivez pas un modèle à la turque totalement, parce qu'il ne fallait pas oublier qu'à l'époque, il y avait le communisme russe qui n'était pas bien loin, et les clercs constituent un excellent rempart contre ce communisme. Bon, là, on est plus loin que 1925, forcément, mais on encadrait le mollah, on défroquait le mollah, pour reprendre une expression un peu occidentale, on interdisait le voile. Le voile a été interdit sous les Pahlavis. On rendait la cravate obligatoire dans certaines institutions. Donc c'est un mouvement un peu semblable à celui de Mustafa Kemal en Turquie. Oui, moins violent par rapport au clergé quand même, pour les raisons qu'on vient de dire, mais tout de même. Et puis surtout, organisation. On fait des voies ferrées dans le pays, on développe les systèmes académiques et universitaires. Bref, il est à la fois l'incarnation de l'ordre, l'organisation, la comptabilité, et puis c'était aussi le symbole de l'anticléricalisme, entre guillemets. Et dans un environnement, dans un système politique où c'est le mollah qui est au centre, une mollacratie, quand on veut se révolter contre le gouvernement, voire même contre le régime lui-même, eh bien on fait référence à ceux qui défroquent le mollah. Bon. Il ne faut pas penser que tout l'Iran est monarchiste, c'est très loin d'être le cas. Ce qui peut être le cas, c'est qu'il y a une certaine nostalgie de la noblesse, de l'organisation qui était liée à ces temps-là, l'ancien régime, mais il n'y a pas de très gros courant activiste monarchiste. Mais donc, si je comprends bien, donc, contrairement à ce qui était expliqué et surtout amplifié dans les médias, où il était question surtout de motivation de type économique et social liée au niveau de vie, à l'austérité politique imposée par le président actuel, Rouhani.
ce sont donc des motifs plutôt politiques et non pas économiques et sociaux. Donc, dans un premier temps, les premiers slogans, si j'ai bien compris, et donc, même si le contenu n'est pas tout à fait le même, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a un mouvement, mais qui vient du peuple, qui est un petit peu semblable au slogan qui venait au contraire du sommet à la fin de l'Union soviétique dans les années 80, où là, il s'agissait de faire une perestroïka, c'est-à-dire une restructuration de l'État, et une glasnost, c'est-à-dire une transparence des comptes publics, de toute l'organisation. Donc au fond, même si le contenu n'est pas le même, on a bien compris que quand je parle ici, c'est un anachronisme, et puis je déplace des concepts qui n'ont pas tout à fait leur valeur ici. Quand je parle de perestroïka, c'est-à-dire l'idée de repenser l'État sur de nouvelles bases, ici plutôt passéistes, entre guillemets, c'est-à-dire retourner à un ordre qui avait fait ses preuves, en tout cas dans l'esprit de ceux qui prononcent les slogans, peut-être en oubliant peut-être ce qui s'était peut-être passé aussi réellement. Et alors vous me dites ici qu'il y a en même temps, vous dites bien en même temps, plutôt dans un second temps, des revendications sociales liées au coût de la vie. Et qui vont, alors, est-ce que ça va prendre le dessus ou ça va être un mouvement parallèle, qu'il va y avoir un mélange entre les slogans de type politique et de type économique et sociaux? Tout est lié. Tout est lié. C'est-à-dire qu'en fait, si on souffre de ne pas pouvoir vivre dans le pays du fait de l'économie et que l'économie est gérée par un régime dont on a l'impression que ce sont les mollahs qui confisquent l'économie, ben forcément, il va y avoir des slogans qui revendiquent aussi, qui s'attaquent aussi aux piliers de la structure politique. Mais il ne faut pas aussi oublier que vraiment, on n'est pas dans une volonté de retour. Enfin, majoritairement, ceux qui scandaient ces slogans ne sont pas dans une volonté de retour, parce qu'il y a aussi un phénomène culturel qu'il faut vraiment bien garder à l'esprit. En Iran, on est dans le symbole et dans l'image, beaucoup plus qu'en Occident. C'est-à-dire que dans chaque slogan, il y a en fait, le véritable sens se trouve derrière le symbole. C'est-à-dire qu'on ne réclame pas le retour de pas à la vie. La personne qui était désignée, c'était le premier, c'est celui qui était arrivé au départ. Et c'est un petit peu comme quand les Iraniens, entre eux par exemple, pour aller critiquer, parce que ça a une connotation très péjorative, quelqu'un qui adopte absolument tous les principes du régime, qui est quelqu'un qui est totalement dévoué au régime, qui en a les codes vestimentaires, le code... c'est un Hezbollahi. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un du Hezbollah, mais tout est extrêmement symbolisé, entre guillemets, dans le vocabulaire, c'est culturel. Et ça, c'est propre au chiisme, ou c'est propre au chiisme iranien, ou ce n'est pas lié au chiisme du tout, et c'est vraiment un phénomène, je dirais, propre à la culture persane ou iranienne. Voilà. C'est très gentil. Et alors maintenant, pour arriver aux aspects plutôt sociaux, quels sont les... J'aimerais bien que vous nous fassiez un petit topo, si je puis dire, de la société iranienne, qui est très mal connue par les Européens, par les Occidentaux. La société iranienne a quand même beaucoup évolué, évidemment, depuis 1925, ça va de soi, mais plus particulièrement depuis l'instauration, donc à la fin des années 70, de la République islamique. Aujourd'hui, que vivent les jeunes au quotidien? Quelles sont, comment dirais-je, de quelle formation bénéficient les femmes? Alors, sur le plan, je dirais, presque anthropologique, comment la famille a-t-elle évolué dans sa structure? Alors, déjà, première des choses qui m'ont pas paru, la première chose qui m'a pas du tout paru étonnante, c'est le caractère extrêmement nationaliste des slogans. C'est-à-dire que l'Iran est une population très nationale, très fière de son ère civilisationnelle. D'ailleurs, dans certains slogans, on entendait « nous sommes ariens ». Ça revenait assez régulièrement. C'est une population... Je me souviens, Reza Pahlavi définissait comme la lumière des Ariens. Oui, tout à fait, exactement. La lumière des Ariens. Pendant les processions de Persépolis. Voilà, la population est très jeune. Population qui est très très jeune, et effectivement on a très peu d'enfants par femme, c'est 2 enfants par femme en moyenne, mais par contre il y a quelque chose d'extrêmement traditionnel qui est très très ancré, c'est le foyer, c'est quelque chose d'obligatoire.
C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas du tout dans une idée selon laquelle en fait se marier et avoir des enfants c'est optionnel. Hein. C'est-à-dire que même si on a tendance à voir une sorte de similitude progressive entre le nombre d'enfants par femme en Occident et en Orient, hein, ça demeure une étape obligatoire, le fait de fonder un foyer. Et c'est là d'ailleurs un des plus gros problèmes qui a émergé lors de ces protestations. Une grosse partie de la population n'est plus capable de le faire. On vit chez ses parents très tard, jusqu'à 35-40 ans, pour beaucoup, hein, pour des raisons économiques. On sent un peu des tanguis, non? Exactement. Alors, il y a des études. Sauf que le tanguy, c'est quelqu'un qui appartient quand même à un certain milieu. Je veux dire, parce que en milieu ouvrier, on doit partir, même dans nos, chez nous, on doit partir plus tôt, quand même. Hein, donc, alors, c'est pas seulement pour des études, même si la population est très éduqué, très diplômé, c'est le plus gros producteur d'ingénieurs au Moyen-Orient, l'Iran. Je discutais encore très récemment avec un ami qui est titulaire de 2 doctorats, un en médecine, un en sciences politiques, et qui vit avec les aides sociales, et qui est marié, qui a eu l'opportunité, avec une obstétricienne, qui a eu l'opportunité quand même de pouvoir s'installer ailleurs que chez ses parents, mais ils se refusent tous deux, parce que ça aussi c'est une caractéristique. Par exemple. Alors on va y venir, c'est intéressant. Ça aussi c'est une caractéristique très iranienne, mais c'est dû à l'histoire récente de l'Iran. C'est une population extrêmement rationnelle. C'est-à-dire que les deux ont pu par exemple s'installer ailleurs, se marier donc, mais se refusent à avoir des enfants dans l'immédiat parce qu'ils veulent rationnellement pouvoir offrir le meilleur des avenirs à leurs enfants, et pour l'instant la situation économique ne le permet pas. Et ça aussi c'est très important, ce que vous m'expliquiez par rapport au départ, c'est une grande différence avec 2009. C'est-à-dire qu'en 2009, ceux qui descendaient dans la rue étaient bien souvent des gens des classes moyennes qui avaient dans l'esprit de partir si jamais ils devaient être inquiétés par les autorités. Les manifestations récentes, dans tout le pays, personne n'avait ça à l'esprit. D'abord parce que bien souvent ce sont des personnes qui n'ont pas les moyens de partir, notamment du fait de cette rationalité dont je vous parlais. J'ai 2 doctorats, ou j'ai un doctorat, ou j'ai un niveau d'études. Ce n'est pas en changeant de pays que je pourrais m'en sortir économiquement. À la limite, si je m'y prends bien, ce sera ma descendance, mais ce ne sera pas mon cas. Et puis, une autre raison évidente, ceux qui descendaient dans la rue, c'était « je veux mieux vivre dans ce pays ». Rétablissons, faisons en sorte que l'économie nous permette de bien vivre, parce que je n'ai pas le départ en tête. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. On m'a aussi beaucoup posé la question de la présence des femmes. La femme a toujours été plus ou moins présente dans les manifestations en Iran. Sa place est tout à fait visible, elle fait partie de l'espace public. Les femmes étudient autant que les hommes en Iran. Le niveau d'études est assez élevé, même. Est-ce qu'il n'est pas même supérieur, ou à peu près, hein, supérieur, statistiquement parlant, je veux dire. Mais étant donné qu'en fait, on a été dans une sorte de système à double vitesse où il y avait une tradition qui voulait que l'homme parte travailler et rapporte l'argent à la maison, et en même temps, eh bien, valorisation de la femme étudie. Donc, si vous voulez, avec ce télescopage de vitesse, vous aviez souvent des épouses plus diplômées que leur mari, parce que le mari, pour subvenir aux besoins, allait travailler, oui. Et la femme avait donc le loisir de faire des études. Mais ça a tendance maintenant à s'équilibrer. C'est très intéressant tout ça. Voilà. Alors, ce serait peut-être intéressant pour nos auditrices et nos auditeurs d'expliquer comment fonctionne le rapport de force politique en Iran. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la place du guide suprême, Ali Khamenei, quel est le rôle du président qui était réélu au mois de mai-juin, je crois, donc 2017, donc Rouhani, quelle est la place de l'armée, quelle est la place aussi des gardiens de la révolution islamique, pour que l'on se rende compte vraiment quels sont ceux qui détiennent vraiment les rênes en termes de décision, et aussi, je dirais même, de répression. Excusez-moi l'expression. Oui. Voilà. Alors, qui a tous les pouvoirs? Constitutionnellement, c'est le guide. Le guide a absolument tous les pouvoirs. C'est le chef des armées, c'est le chef des médias, c'est lui qui contrôle absolument tout. Entre 79 et 89, c'était Ruhollah Khomeini. À son décès, c'est Ali Khamenei qui a pris la succession. C'est l'actuel guide aujourd'hui. La constitution n'a pas changé depuis 89.
C'est-à-dire qu'en fait, la République islamique a sa constitution depuis 1979, il y a eu un supplément en 89 et depuis, rien n'a changé. Par contre, la pratique constitutionnelle a bien évolué. Et alors, je vais peut-être prendre 2 points de départ, mais qui vont se rencontrer à un moment donné. Depuis 2009, ce dont on se rend compte, donc après les manifestations post-électorales qui ont remis au pouvoir présidentiel, donc chef de l'exécutif Mahmoud Ahmadinejad, l'Iran s'est rendu compte qu'en fait, il fallait éventuellement développer plusieurs formes de médias. Et c'est très intéressant parce que s'il y a différents médias qui sont créés, c'est parce qu'on... Deux choses, d'abord peut-être qu'une place au pluralisme est en train de s'ouvrir et peut-être qu'en fait tout le monde n'est pas naturellement d'accord avec le discours dominant et qu'il doit se vendre autant que des discours d'opposition. Alors que pendant très longtemps, cela coulait de source, étant donné que c'est une idéologie, que telle était la vérité absolue. Donc vraiment, on rentre dans une phase d'assouplissement idéologique. C'est presque, à mon sens, révolutionnaire, parce que ça ne veut pas dire... La révolution ici, ce n'est pas un changement d'institution. La République islamique peut demeurer. Changement de mentalité. Mais c'est-à-dire qu'on peut observer une sorte de révolution à la chinoise où progressivement les choses vont s'ouvrir, l'assouplissement de la lecture idéologique va être à l'œuvre et le pluralisme aussi. Donc, depuis un certain nombre d'années, pour pouvoir continuer de survivre en tant qu'État, la République islamique s'ouvre. On voit le pluralisme émerger et s'ouvrant, eh bien, en fait, le pragmatisme doit aussi être à l'œuvre. Clairement, le président actuel, c'est un homme pragmatique. Il parle le même langage de négociation que n'importe quel autre pays au monde. Il est l'homme du pont jeté, socialement et économiquement, au reste du monde. Par contre, la République islamique est toujours en place. Et il faut qu'il y ait un pôle identitaire rhétorique de cette République islamique. Tel est désormais le rôle du guide. C'est-à-dire qu'à chaque événement, vous pouvez avoir une dissonance de discours. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un président qui a un discours qui est audible par la scène internationale, qu'un Européen, par exemple, peut tout à fait entendre comme étant du ressort de la rationalité des intérêts de l'État. Et à côté de cela, vous pouvez avoir au même moment le discours d'un guide qui est très traditionnel, très islamiste dans sa rhétorique, qui va toujours invoquer un certain nombre de raisons, comme par exemple l'ennemi, le grand Satan, l'ennemi étranger, l'ingérence, qui va mettre justement ensemble dans un même discours un certain nombre d'éléments qui semblent totalement déconnectés de la réalité internationale. C'est pas du tout étonnant en Iran pour les raisons qu'on vient de dire. Et alors, donc, on peut dire qu'il y a un double discours idéologique, ce qui peut un peu surprendre, pour nous, dans une certaine forme de rationalité, mais on ne peut pas parler pour autant de diarchie. Donc, ce n'est pas un système diarchique, il y a quand même une hiérarchie entre le guide suprême et le président, l'un est au-dessus de l'autre. Tout à fait, mais ça aussi c'est quelque chose qui peut être étonnant, c'est-à-dire que quand vous entendez ces dissonances de discours, vous pouvez avoir l'impression que le président et le guide suprême ont des positions différentes, or c'est impossible. Parce que par exemple, si Hassan Mourani veut signer des accords ouvrant le pays à l'international, on pense par exemple au JCPOA, c'est que forcément le guide a donné son aval. Sans aval du guide, rien n'est possible. Alors il peut tenir tous les discours qu'il veut, qui pourraient éventuellement montrer qu'il n'est pas forcément d'accord avec cette... C'est faux, il a donné son accord. Sans l'accord du guide, le président ne peut rien faire. Entendu. Voilà. Mais écoutez, avez-vous encore des choses à ajouter? Parce que nous sommes un peu tenus par le temps, comme vous le savez par ailleurs, donc c'est indépendant de notre volonté ici. Mais est-ce que vous souhaiteriez donner une conclusion, donc à la fois aux aspects, ce qui a déclenché le mouvement, vous avez remis en place les aspects sociétaux, les aspects institutionnels, je crois qu'on a fait quand même le tour de beaucoup de choses, on n'a peut-être pas creusé l'aspect économique en tant que tel. Voilà, est-ce que vous souhaitez... je vous en prie, vous avez... Voilà. Qui est intéressant parce que justement là on parlait d'opposition entre les pouvoirs, donc ce n'est pas forcément entre le guide et le président qu'il faut les voir, mais par contre il y a de vraies oppositions au sein même des groupes politiques.
comme nous le disions, c'est certainement le parti de Raisi qui a initié les manifestations contre le gouvernement Jourani. Mais il y a aussi dans les protestations de la bouche de beaucoup de mes amis sur place, des partisans de l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad. Ah oui, c'est ça. Pour une raison qui est très intéressante. Mahmoud Ahmadinejad a une énorme dispute avec le porte-parole du Parlement, le chef du Parlement, Ali Larijani. Et la théorie d'Ahmadinejad est la suivante. Ali Larijani veut se présenter aux prochaines élections présidentielles. Et pour ce faire, il veut nettoyer la vie politique de toute espèce de concurrents. Mahmoud Ahmadinejad en ferait partie. Donc Ali Larijani instrumentaliserait le pouvoir judiciaire, qui est aux mains de son frère Sader, pour faire couler l'entourage d'Ahmadinejad et donc tuer Ahmadinejad politiquement. Mais ça met le doigt sur autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a dans la vie politique iranienne actuelle une sorte de double vitesse. Vous avez ceux qui, notamment plus chez les conservateurs, s'enrichissaient de la situation de sanction en créant des systèmes de contrebande permettant de s'enrichir sous sanction. Donc ce sont des personnes, et c'est notamment le cas du clan Ahmadinejad, qui n'ont absolument aucun intérêt à voir le pays se normaliser, à voir le pays se moderniser, à voir le pays avoir une économie saine. Or, c'est ce qu'essaie de faire, et c'est pour ça qu'il a été élu, Hassan Rouhani. Il essaie de faire tomber tous les corrompus. Il y a beaucoup de procès contre des personnes qui recourent à la corruption pour s'enrichir. Il ouvre le pays avec les accords, par exemple le JCPOA, mais cela ne plaît pas soit aux anciens conservateurs du clan Ahmadinejad, soit aux nouveaux du clan Raisi. Et ça, par contre, il me semble que c'est vraiment ce qui vient donner la coloration actuelle à la politique iranienne. Actuelle. On peut conclure, vous souhaitez... Mais je conclurai là-dessus. Voilà. En tout cas, je remercie infiniment donc Amélie Chely d'avoir participé, non pas à cette émission, parce que nous ne sommes pas ici sur une chaîne publique, mais en tout cas à cet entretien sur YouTube. J'ai eu le privilège, et nous l'avons tous ensemble, d'avoir pu bénéficier de ces commentaires éclairés en tant qu'experte. Et c'est une chance parce que pendant une semaine et demie, Amélie Chely a été, comment dirais-je, pressentie par tous les médias possibles et imaginables, tant de la presse écrite que de la presse audiovisuelle. Certains et certaines d'entre vous ont eu sans doute ou peut-être l'occasion de l'écouter dans des débats sur Arte, sur France 5, sur une autre chaîne, j'ai vu aussi d'autres chaînes de télévision. LCI aussi. Alors, elle a publié également dans Le Figaro, dans Le Monde, dans El Watan, et encore dans d'autres médias. Si jamais, d'ailleurs, vous souhaitiez avoir des précisions, un certain nombre des entretiens et des publications d'Anne-Marie Chely, Amélie Myriam, je suis distrait, Amélie Myriam Chely sont disponibles sur Internet, il suffit de chercher son nom, et alors je vous rappelle encore une fois l'ouvrage qu'elle a publié l'an dernier, qui est en fait le produit de sa thèse de doctorat, donc Iran, autopsie du chiisme politique, aux éditions du Cerf. J'ai dit.